Alors, Christophe Lafaille est docteur en histoire de l'Université d'Aix-Marseille, il est chercheur associé au Centre de recherche de Sciences Po Aix et est également officier de réserve de l'armée de terre. Alors, comme tout à l'heure, une très rapide présentation de l'ouvrage de Christophe, qui est en train d'installer sa présentation. Donc, pour vous dire que dans son ouvrage, Christophe Lafaille s'intéresse à l'une des opérations extérieures les plus marquantes pour la France depuis le début des années 2000, qui est l'opération le théâtre afghan. Important et marquant pour la France et pour les soldats évidemment qui ont été engagés. À noter évidemment que 90 soldats français y ont laissé la vie. Cet ouvrage est tiré d'une thèse de doctorat en histoire soutenue à l'université d'Aix-Marseille. La thèse a notamment été primée par le prix 2014 d'histoire militaire du ministère de la Défense. Alors dans une perspective historique, Christophe Lafaille s'intéresse en particulier à l'arme du génie. Il s'agit, comme il l'écrit lui-même, d'un essai de micro-histoire, d'une arme plongée au cœur d'un conflit contemporain. Alors l'hypothèse centrale de l'ouvrage et de la thèse est que ce conflit est l'occasion de se réapproprier les techniques de contre-guérilla. Cela a conduit à un renouveau de la doctrine d'emploi des forces, et ainsi l'opération s'apparente à un marqueur identitaire et professionnel fort pour toute une génération de soldats. J'imagine qu'il vous en reparlera. Donc l'auteur se positionne ainsi pour la possibilité d'une mise en histoire immédiate d'un conflit militaire dans une période où l'histoire militaire remonte en puissance dans le champ, c'est ce que tu écris dans ton introduction générale. Ainsi, Christophe a pu réaliser son travail de terrain en se faisant recruter comme officier de réserve au sein d'un régiment du génie, et grâce au soutien du ministère de la Défense et de l'IRSEM au travers des bourses de doctorat, dont un certain nombre d'entre nous, dans lesquels je m'inclus, ont évidemment pu bénéficier. L'auteur s'est appuyé sur de très riches matériaux d'entretien et d'observation au fil des mois passés en observation à mi-temps dans le régiment. Et ce qui est intéressant, c'est que ce statut hybride de chercheur, observateur et de militaire nous invite aussi en sociologie militaire à une réflexion méthodologique et épistémologique sur la pratique de la recherche en sciences sociales au sein de l'institution militaire. Et je reprends le titre de la journée d'études que tu avais contribué à organiser à l'IRSEM il y a quelques années sur cette thématique. Donc, il s'agit à mon sens d'une contribution très riche, là encore, apportée par l'auteur à l'histoire militaire, à la sociologie militaire, et à la compréhension de la transformation doctrinale de l'armée de terre. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux de revenir ici à l'IRSEM vous présenter ce travail de recherche, puisque ce travail qui a été mené entre 2010 et 2013 n'aurait pas été possible à la fois, nous l'évoquerons rapidement, sans le soutien de l'armée de terre, et aussi sans le soutien de l'IRSEM par le biais de ses allocations de recherche pour les jeunes doctorants. Donc j'ai une pensée aujourd'hui pour Guillaume Pichard et puis le professeur Hamel qui ont soutenu ce projet, qui ont cru dans ce projet. Donc ce résultat, ce travail, cette publication, c'est aussi le fruit de cette confiance donnée aux jeunes chercheurs. Donc voilà, je tenais à le souligner aujourd'hui. Donc ma présentation que je vais essayer de faire le plus rapide possible pour laisser la place aux questions s'articulera autour de 4 points: la méthodologie, quelques éléments sur l'Afghanistan, les grandes étapes de l'engagement français et ce qui a constitué le fil conducteur de mon travail, l'adaptation du génie à la lutte contre les engins explosifs improvisés. Et vocation. Voilà. Méthodologie. Donc effectivement, je dois revenir rapidement, je suis désolé, sur mon parcours parce que c'est comme cela aussi qu'est née ma méthodologie. Je l'ai puisé aussi dans mon parcours. Donc je suis un historien. J'avais réalisé au début des années 2000 un DEA d'histoire avant de faire mon service national au 1er régiment étranger à Aubagne, donc un appelé du contingent, un des derniers. Puis j'ai entrepris par la suite de faire une carrière dans la culture, la communication, dans le monde civil. Jusqu'en 2010, où, suite à des échanges avec des camarades qui étaient dans l'arme du génie, je me suis rendu compte qu'il y avait le retour d'une thématique forte au sein de l'armée française qui n'avait sans doute plus été abordée de manière aussi complète depuis la guerre d'Algérie, c'est-à-dire la contre-insurrection et en particulier la contre-guérilla, les combats de contre-guérilla. Donc j'ai eu envie de documenter comme historien, depuis l'intérieur de l'institution, le retour de ces doctrines particulières et la manière justement dont l'armée française serait appropriée l'ensemble de ces doctrines. Donc rapidement, j'ai pris une disponibilité de la fonction publique, j'ai construit mon projet de recherche, je suis allé voir le professeur Geoffrey à Sciences Po Aix-en-Provence, qui a été tout de suite intéressé par le projet.
Je suis allé voir le 19e régiment du génie, le colonel Richaud à l'époque, qui préparait une compagnie pour être déployée en Afghanistan, et à qui j'ai présenté ce travail en lui disant voilà, je souhaite comme historien pouvoir réintégrer l'armée de terre pour pouvoir documenter depuis l'intérieur de l'institution le déploiement en Afghanistan et l'histoire de ce déploiement. Donc la démarche lui a semblé intéressante, et c'est comme cela que presque 10 ans après avoir quitté l'uniforme, j'ai contracté de nouveau un contrat de réserviste sous la forme d'un engagement à servir en réserve comme officier de tradition. J'ai intégré le régiment, et le 19e RG est devenu en quelque sorte ma base arrière, à partir duquel j'ai rayonné dans l'ensemble des régiments du génie, au sein de l'école du génie, au sein aussi des autres structures de l'armée de terre qui préparaient les opérations, pour pouvoir collecter ce qui constitue maintenant, le cœur de ma méthodologie, c'est-à-dire l'expérience combattante. Derrière ce terme, il y a bien évidemment une approche historique, une approche sociologique, une approche aussi ethnographique, c'est-à-dire je documente depuis l'intérieur de l'institution les pratiques de l'institution et l'évolution de l'institution. Donc tout cela, constitue une méthodologie assez particulière. Et donc c'est autour de cette collecte de l'expérience combattante que j'ai construit mon travail de recherche. Donc concrètement, mes sources étaient bien évidemment un recueil d'histoire orale extrêmement important, puisque pendant 2 ans et demi, je me suis rendu dans pratiquement tous les régiments du génie qui avaient envoyé des compagnies en Afghanistan pour recueillir, moins d'1 mois après leur retour, au sein des compagnies, les récits de vie, collecter les récits de vie, donc des personnels qui avaient vécu ces engagements, avec un souci de pouvoir de collecter tout type d'expérience, tout grade, pour essayer de multiplier les points de vue et ne pas justement raconter cette histoire que d'un seul point de vue. L'intérêt est que j'ai pu, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu réellement travailler du seconde classe, du sapeur de seconde classe, jusqu'à l'ancien chef d'état-major des armées, puisque j'ai pu rencontrer le général Georges Nain, le général Girastorza qui était CEMAT, donc ce qui m'a permis d'avoir une pluralité des regards sur ce théâtre d'opération. Alors l'historien, bien évidemment, n'a pas travaillé que sur des sources orales, j'ai aussi travaillé sur des sources officielles, il y en avait de nombreuses, des sources institutionnelles en libre communication, il y avait de nombreuses sources aussi, comme des retours d'expérience, des récits personnels. Il y avait aussi, durant toute la durée de cette enquête, une importante bibliographie, beaucoup de combattants, de retour d'Afghanistan, prenaient la plume et témoignaient de leur expérience. Donc il y avait un travail biographique extrêmement important. Et j'ai aussi complété toutes ces sources par d'autres sources que j'ai appelées les sources numériques. J'ai utilisé donc Internet et la possibilité maintenant de disposer de plateformes puissantes d'agrégation de flux de données pour construire, grâce à 2 petits logiciels, NetVibes et Zotero, mes propres archives qui étaient constituées de revues de presse journalières des principaux organes de presse, Le Monde, Guardian, New York Times, etc., pour justement me compléter, constituer un fonds d'archives complémentaire sur la manière dont le monde médiatique documentait ce conflit en Afghanistan pour, toujours pareil, essayer de produire des recoupements, des confirmations sur les éléments que je remontais aussi des entretiens et du terrain. Les entretiens oraux, pour moi, ont été extrêmement importants. Lorsque je me rendais au sein des unités, je tenais un cahier de recherche journalier où je notais un petit peu les conditions de réalisation de ces enquêtes, comment se déroulaient les entretiens, et globalement ce qu'il en ressort, c'est que les entretiens ont été très riches, mais que souvent, ce qui était le plus intéressant, la matière la plus intéressante, c'est celle qui s'échangeait autour d'un café, ou lorsque l'on prenait le temps le soir d'aller manger ensemble, etc. Donc je dirais cette immersion et la tenue pratiquement quotidienne d'un cahier de retour d'expérience, c'était extrêmement important pour véritablement collecter l'ensemble des expériences. Pour les entretiens oraux, il y avait un biais qui était aussi important. Bon,
ça, d'un point de vue méthodologique, je dirais, le chercheur qui s'insère sur son terrain d'étude, de toute façon, va créer des biais. Donc il fallait aussi réfléchir, j'ai essayé aussi de réfléchir à mon étude sur les biais que pouvait à un moment donné provoquer mon immersion sur ce terrain d'étude. Et il y avait bien évidemment, la première chose, le rapport hiérarchique, puisque j'étais en tenue lors de mes enquêtes comme officier. Donc bien évidemment, lorsque vous menez des entretiens avec un légionnaire de deuxième classe qui a été élevé, je dirais, entre guillemets, dans le culte et le respect du cadre hiérarchique, c'est extrêmement compliqué de pouvoir, à un moment donné, avoir un dialogue qui n'est pas faussé. Donc, c'était une difficulté. Je dirais, ce qui était aussi intéressant, et ce qui a atténué cet effet-là, c'était le fait que je puisse être réserviste. Et là, il y a aussi une réflexion, je pense, à apporter aussi sur la contribution des réservistes aux enquêtes de terrain, puisque avant d'enregistrer, justement de rentrer dans le vif du sujet, il y avait toute une phase d'échange avec les témoins, je leur expliquais qui j'étais, etc. Et ils voyaient aussi, au-delà de l'officier, l'historien, l'universitaire. Beaucoup le comprenaient aussi. Beaucoup comprenaient aussi que l'objectif de mon travail n'était pas de faire un rapport à la hiérarchie, bien que parfois ça m'a été demandé, mais c'était véritablement, et ça je leur disais dès le départ, constituer des sources, constituer les premières sources sur les expériences combattantes en Afghanistan, qui ensuite allaient être versées au service historique de la défense, d'ailleurs c'est en cours. Donc mon travail était véritablement de documenter leur expérience, mais au-delà de l'expérience en Afghanistan, l'impact de ces expériences sur leur vie et sur leur cadre tout autour, parce que mes thématiques de questions étaient bien plus larges que l'Afghanistan. Il y avait aussi leur carrière, leur famille, etc. etc. Donc j'essayais d'embrasser vraiment un cadre beaucoup plus large. Et en leur disant, voilà, moi, vos témoignages m'intéressent, parce que ce que je veux aussi, c'est que les historiens de demain puissent avoir des sources de première main, des entretiens de première main, pour comprendre quel était le quotidien du soldat. Et là, rapidement, je fais une petite parenthèse dans cette présentation. Pour moi, la collecte de l'expérience combattante est quelque chose de fondamental, parce que sinon, nous allons perdre toute l'expérience qui est actuellement capitalisée par l'armée de terre sur le terrain. Avec les contrats courts, les hommes, je dirais, ne restent pas très longtemps finalement dans l'institution. L'Afghanistan, on en a parlé, 89 soldats tués, plus de 1000 blessés, 70 000 soldats. 70 000 soldats en Afghanistan, c'est très très peu quand on compare par exemple à la Grande Guerre et aux milliers d'hommes et aux masses qui ont été mobilisés par ces conflits-là. Donc quelle source pour l'historien pour documenter le vécu des combattants plus tard? Si on ajoute à cela aussi l'impact du numérique, maintenant les soldats écrivent de moins en moins de courriers, ils envoient des mails, ils chattent en vidéo, ils ont des caméras casques où ils filment leurs opérations, ils prennent énormément de photos, mais si personne ne le collecte, si personne ne s'intéresse à ces sources-là, si personne ne va les chercher, les identifier justement aussi avec les témoins et rentrer dans une optique de conservation, tout cela aboutira justement à une perte véritablement de mémoire sur ces conflits. Je dirais avec un effet à moyen terme pour les armées, c'est-à-dire de ne pas pouvoir capitaliser sur l'expérience des hommes, et à long terme, je dirais pour la France, de perdre complètement, je dirais, des sources qui sont fondamentales pour la compréhension des conflits actuels. Donc, bien évidemment, pendant mon enquête de terrain, je me suis amusé à faire des petits tableaux de bord pour contrôler ma méthodologie, voir la répartition par régiment, par grade, par aussi fonction, pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Ce qui a été paradoxalement, je dirais, le jeu le plus intéressant, c'était de casser le code, finalement, casser les codes dans lesquels on voulait vous faire rentrer lorsque vous commencez vos terrains. Généralement, quand j'arrivais dans une compagnie, on m'avait préparé un programme, il fallait rencontrer telle ou telle personne, etc., etc. Donc le jeu au départ, c'était tout chamboulé. Oui, mais moi je voudrais plutôt voir, puis vous aviez des femmes, par exemple, puisqu'on va parler des femmes, est-ce que vous aviez des femmes? Les femmes, systématiquement, n'étaient jamais mises en avant. Alors bon, je pense qu'il y a aussi des choses qui expliquent tout cela, mais par exemple, dans le génie, il y a eu des femmes qui ont été chefs de groupe de combat, du génie, qui ont commandé au feu, etc. Donc c'était des choses qui étaient extrêmement intéressantes à documenter et à retenir aussi. Donc voilà,
le plus important en arrivant sur le terrain, c'était justement d'essayer de ne pas tomber dans la préparation que l'on avait justement mise en place pour vous, et essayer de tenir justement ce tableau de bord pour avoir un échantillon, un panel le plus exhaustif possible des différentes expériences. Voilà. Donc au final, une méthodologie très riche, très intéressante. Je suis allé jusqu'à l'école du génie, où l'école du génie m'a intégré sur certaines formations spécialisées, comme la fouille opérationnelle, nous en reparlerons, car l'école du génie était aussi en transformation à ce moment-là, avec la création d'un centre continuité, qui est devenu un an plus tard le centre interarmé MINEX, donc il y avait aussi une effervescence. Et j'ai pu aussi, comme officier de l'arme du génie, bénéficier d'une observation in situ au cœur des formations. Et ça, c'était aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, voilà pour les aspects méthodologiques. Vous aurez sans doute des questions, il faudra y revenir, il faut que j'avance. Parce que, voilà, déjà, on est à la moitié de notre temps. Donc, globalement, rapidement, l'Afghanistan, donc un pays singulier, qui se caractérise essentiellement par cette chaîne de montagnes, voilà, l'Hindu Kush, donc qui coupe littéralement le pays en deux, du nord-est au sud-ouest, ce qui induit des altitudes extrêmement importantes, 7800 mètres pour le pic d'altitude, 1800 mètres environ pour Kaboul de mémoire, donc des vallées encaissées, une saisonnalité aussi des combats, un hiver extrêmement rigoureux, un été très très chaud, donc finalement un terrain qui se prête tout particulièrement à la guérilla. Si on ajoute à cela la présence donc, du massif montagneux et la rareté des voies de communication, donc comme on peut voir ici, voilà, on se rend compte pour la thématique génie que l'action des engins explosifs improvisés est particulièrement démultipliée sur un terrain où les axes routiers sont rares et où les pistes de variantement, donc celles qui vont pouvoir permettre soit de créer la surprise en passant par là où l'adversaire ne pense pas qu'on va arriver, etc., sont très très rares, voire parfois même impossibles. Voilà. Voire même n'existent pas. Donc un terrain démultiplicateur aussi d'effets pour ces engins explosifs improvisés qui, jusqu'en 2013, causent la perte de 51% des soldats de la coalition internationale et 23% pour l'armée française entre 2001 et 2012. Donc une importance bien évidemment de certains points de terrain. L'Afghanistan se caractérise bien évidemment par son inscription régionale, par le fait que ce pays, depuis 1978, est très fortement déstabilisé et connaît une guerre civile. Le pays en 1978 entamait sa transition démographique, était autosuffisant au niveau alimentaire, avait une industrie qui commençait à se développer. L'invasion soviétique a véritablement marqué une rupture qui ouvre justement à la période de guerre civile que l'on connaît actuellement. Je dirais guerre civile qui est aussi complexifiée par le fait que l'Afghanistan a une population qui a justement des dépendants dans chaque pays voisin. Donc l'Afghanistan devient progressivement le point de cristallisation de nombreux enjeux régionaux, en particulier de la guerre froide entre l'Inde et le Pakistan. Ça, je n'y reviens pas, ce sont des éléments connus. Plus intéressant aussi d'un point de vue guérilla, c'est la ligne du rang, donc de la fin du 19e siècle, qui coupe la zone Pashtun en deux. Cette zone Pashtun, donc, présente à la fois autour de Kandahar en Afghanistan et à la fois au Pakistan dans les zones tribales, donc ce qui offre aux talibans, qui sont issus des Pashtuns, puisque les talibans apparaissent à partir de 1994 autour de Kandahar, autour du Mollah Omar, offre de fait des bases arrières au Pakistan, dans une zone frontalière qu'il est impossible de contrôler entièrement. Les frontières sont un grand problème pour l'Afghanistan, plus de 50 000 km de frontières, impossible réellement à rendre étanche. Donc par exemple, pour ceux qui sont intéressés à la guerre d'Algérie, le cadre tactique est complètement différent. À l'intérieur de tout cela, les grandes étapes de l'engagement français. Je dirais, l'engagement de l'armée française en Afghanistan se caractérise essentiellement par la faiblesse, le peu de débat politique qu'il y a eu autour de cet engagement. Il y a eu simplement
un débat suivi d'un vote. C'était en septembre 2008, suite à une réforme constitutionnelle du président Sarkozy. Sinon, les grandes orientations et les grands débats stratégiques autour de l'intensification ou du retrait des troupes françaises d'Afghanistan se sont passés souvent en comité restreint entre le président de la République et son Sénat, et rarement au sein de l'Assemblée nationale. Lorsque l'armée, suite au 11 septembre, lorsque l'armée française engage ses troupes, nous sommes dans une période de cohabitation entre le président Chirac à l'époque et le Premier ministre Lionel Jospin. Donc il y a une information qui est portée à l'Assemblée nationale, et les premiers soldats sont déployés à Mazar-e-Sharif, premiers soldats français, première troupe au sol en décembre, après quelques errements diplomatiques. Et c'est l'occasion aussi pour les sapeurs de commencer à faire un travail de dépollution, donc les sapeurs du premier Reich. Nous sommes encore dans le cadre de l'opération Héraclès, et suite aux accords de Bonn, qui vont sceller d'ailleurs sans l'État, à l'époque l'État islamique d'Afghanistan, ces accords vont réorganiser l'après, la reconstruction, et prévoient la création d'une force internationale d'assistance et de sécurité, au sein de laquelle la France va prendre toute sa place. À partir du mois de janvier, nous allons basculer sur l'opération Palmyre, qui sera dans un premier temps centrée autour de Kaboul, donc un terrain qui varie peu, qui va un peu augmenter en 2004. Les forces françaises sont présentes sous l'effectif d'un bataillon interarmes centré sur Kaboul. Donc bon, globalement, je dirais les unités qui participent à ces premiers déploiements. Alors ce que l'on peut dire, c'est que à ce moment-là, l'armée française connaît véritablement, je dirais, un déploiement en deux temps. Le premier temps, c'est entre 2001 et 2006, pardon, un déploiement qui est essentiellement centré sur Kaboul et qui voit une armée française mener des opérations de stabilisation qui vont se durcir à partir de 2006 et se transformer en opération d'imposition de la paix suite au retour des talibans qui commence en 2003 autour de Kandahar et qui s'intensifie jusqu'à la proclamation en octobre 2006 de l'insurrection par le Mollah Omar. Donc une présence talibane qui est de plus en plus importante et qui oblige dans un certain sens les militaires français aussi à faire évoluer leur positionnement. La véritable rupture, elle est plus tard. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, je vais rapidement, mais la véritable rupture dans le positionnement français, elle est en 2007, lorsque le président Sarkozy décide d'intensifier la présence militaire française par un bataillon supplémentaire qui sera par la suite déployé en Kapisa. L'armée française est déjà présente de manière intermittente en Surobie à ce moment-là. Et tous ces moyens vont être regroupés à partir du 1er novembre 2009 sur une seule et même zone d'opération, donc en Kapisa et en Surobie. Cette zone d'opération accueillera donc la brigade Lafayette. Entre-temps, le 18 août 2008, la France découvre que l'armée française mène des opérations militaires en Afghanistan avec des combats de haute intensité. 10 militaires français perdent leur vie sur le col de Sperkoundai. Et cet élément-là va être un élément qui va accélérer l'adaptation de l'armée française et la transformation de l'armée française sur le terrain. On pourra en reparler. Rapidement, la brigade Lafayette, j'ai identifié 3 périodes dans la vie de la brigade Lafayette. Dans un premier temps, entre le 2 novembre 2009 et, c'est très précis, le 20 novembre 2010, la brigade va mener une contre-insurrection centrée sur la population. Alors pourquoi très précis cette date du 20 novembre? Parce que c'est la date de la conférence de Lisbonne de l'OTAN, où l'OTAN va donner pour la première fois une date de sortie des troupes pour 2014. Donc ce qui annule de fait, ce qui donne un horizon à atteindre aux talibans et qui annule de fait toute stratégie, je dirais, de conquête des populations. L'inflexion est donnée fin 2010, début 2011, au sein de la stratégie française, et la contre-insurrection va devenir centrée sur les talibans. À ce moment-là, il s'agit de
de les trouver, de les identifier, de les détruire de telle manière à pouvoir ramener l'insurrection talibane à un niveau qui puisse être pris en compte par l'armée afghane qui est en reconstruction. Cette stratégie va amener des combats de plus en plus violents qui provoquent, alors là aussi la date est précise, c'est le 7 septembre 2011, qui provoque une rupture politico-militaire, c'est-à-dire que la violence des combats, les pertes qui sont consenties sur le terrain à un moment sont trop importantes pour le pouvoir politique, qui décide d'arrêter les opérations. Le 7 septembre 2011, c'est la mort du lieutenant Tolu en Afghanistan. Et les militaires français sont renvoyés dans leur base opérationnelle et se lancent une phase d'accélération sur le terrain du transfert des emprises à l'armée afghane. Donc cette rupture politico-militaire qui est pour l'instant, je dirais, peu travaillée et peu analysée, est extrêmement importante de mon point de vue et dit beaucoup de choses et nécessiterait véritablement que l'on s'y intéresse. Voilà. Donc après cette rupture-là, intensification du processus de transfert à l'armée afghane, désengagement progressif de l'armée française qui a donné aussi lieu à de nombreux combats et à des opérations logistiques extrêmement complexes, jusqu'à la dissolution de la brigade Lafayette, le 25 novembre 2012, prémisse au retrait donc, des troupes combattantes décidées après l'élection du président Hollande, fin 2012. Alors, le génie, déjà je suis très rapide, donc j'ai été un peu long, ça sera très rapide. Donc globalement, en deux phases, le génie a développé jusqu'en 2006 des savoir-faire qu'il possédait déjà et qu'il avait développés dans les années 90, qui étaient liés aux opérations de maintien de la paix et de stabilisation. Donc je pense en particulier à la dépollution, c'est-à-dire rendre des terrains aux habitants, en enlevant toutes les munitions, donc construction de fourneaux, destruction. Donc tout cela a été le travail du génie jusqu'en 2006, mais pas que. Il y avait des démineurs spécialisés du génie, les NEDEX et OD, qui déjà dès 2002 travaillaient avec l'ONU, puis après avec l'OTAN, pour lutter contre les engins explosifs improvisés. Donc il y a des témoignages de démineurs français qui travaillaient déjà à désamorcer des engins explosifs radio-télécommandés en 2002, sans avoir de brouilleur. Voilà. Tout cela, justement, nécessite aussi à un certain moment donné des prises de risque et une adaptation de l'arme du génie qui commence très tôt. Donc dans cette première phase, le génie mène des opérations civilo-militaires, donc aide à la construction de routes, informe les populations des risques et des dangers de sous-munitions, donc beaucoup de choses qui avaient déjà été connues. À partir de 2006, c'est le durcissement de l'engagement de l'armée française, l'apparition des premiers brouilleurs contre les engins explosifs improvisés, l'apparition aussi au moment de la préparation opérationnelle d'un travail spécifique sur le danger IED et sur un travail interarmes, sur le risque et la conduite à tenir en cas d'incident contre les engins explosifs improvisés. Donc la bascule se fait véritablement à partir de 2006 et elle va s'accélérer au fur et à mesure, bien évidemment, que la menace aussi va être de plus en plus importante et de plus en plus précise sur le terrain. Plus les militaires français vont être au contact des talibans, plus les adaptations vont s'accélérer. Donc bon, ça c'est l'organisation au sein de la brigade Lafayette. Juste 3 mots à retenir pour la doctrine de lutte contre les engins explosifs improvisés. Donc les 3 principes retenus par Génie, c'était entraîner la force, attaquer les réseaux et neutraliser les engins. Donc le Génie va développer des compétences sur ces 3 aspects. On va voir réapparaître des sections de fouilles opérationnelles spécialisées, donc des personnels du Génie spécialement formés pour fouiller et trouver toutes les ressources de l'adversaire qui sont nécessaires pour construire des engins explosifs improvisés, mais aussi à sa mobilité tactique, mais trouver et exploiter pas n'importe comment, puisque toutes ces ressources-là sont collectées avec des méthodes scientifiques pour pouvoir ensuite être traitées par la suite et alimenter des bases de renseignement. Nous verrons ça. Des détachements nouveaux apparaissent, des détachements mécanisés d'ouverture d'itinéraire avec des moyens mécanisés pour détecter les engins explosifs improvisés, interroger le sol et ensuite permettre l'intervention des démineurs. C'est le détachement d'ouverture d'itinéraire piégé du 13e RG, d'abord du 1er RG puis du 13e RG, qui était en autorelève en Afghanistan. Bien évidemment, les sapeurs ont mené de nombreuses ouvertures de routes à pied pour détecter les engins explosifs improvisés. Donc on voit ici une traction, un engin explosif improvisé qui va tirer depuis l'arrière
voir s'il est piégé ou pas avant sa neutralisation. L'Afghanistan a été un théâtre extrêmement important pour ces personnels-là. Les NEDEX, les démineurs spécialisés du génie, qui sont une denrée rare, hein, c'est 120 personnels au sein de l'armée de terre, ce sont tous des sous-officiers confirmés, plutôt avancés dans leur carrière, et dont, je dirais, la spécialisation a été de neutraliser ce type d'engin. Donc là, on voit une mine italienne reliée à des obus donc de 105 ou 155, composant une daisy chain. Donc, suite au fait qu'un véhicule roule sur la mine, l'explosion des obus devait détruire, je dirais, les éléments qui suivaient. Voilà. Donc, au sein des détachements du génie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y avait tout un travail scientifique qui était mené sur les ressources trouvées pour pouvoir alimenter des bases de données et remonter les filières. L'Afghanistan a été aussi le moment de la redécouverte de la protection de la force, la construction de bases opérationnelles sur le terrain, avec des bastions Wall, donc ces gabions qui sont devenus un peu emblématiques de cet engagement. Et bien évidemment, le génie a aussi redécouvert le combat de contact, et on a aussi redécouvert que le génie pouvait être une arme de mêlée. Donc, quelques réflexions pour conclure. Donc, la collecte de l'expérience combattante doit être organisée sous peine d'amnésie. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce travail doit faire l'objet de partenariats entre les armées et l'université. Ce travail induit un rapport au territoire et aux unités. C'est absolument indispensable. C'est-à-dire que les chercheurs doivent être embarqués, doivent aller sur le terrain au plus près des unités pour collecter ces éléments-là. Et l'approche pluridisciplinaire est indispensable, c'est un vecteur de stimulation et d'innovation certain. Pour l'armée française, quelques leçons sur l'Afghanistan, l'importance de bien définir son ennemi, sinon l'action est inefficace. Une réflexion plus générale sur le bon niveau d'intervention sur ce type d'opération-là, face à des réseaux terroristes. Sommes-nous face réellement à des opérations qui doivent être militaires, avec des flous juridiques que ça peut engendrer, sur l'usage des centres d'interrogatoire secrets par l'armée américaine ou les frappes de drones? Ce ne sont que deux exemples. Ou doit-on plutôt développer un cadre international pour des interventions plutôt de police internationale? Et à ce titre-là, la gendarmerie française est un outil assez intéressant. Voilà, avec une question un peu provocatrice, la contre-insurrection n'est-elle pas l'impuissance politique qui demande à l'outil militaire des solutions qu'il n'est pas en mesure de fournir sous peine de perdre certaines valeurs? Voilà. Bon, bien évidemment, ça demanderait être plus développé que dans une intervention de 20 minutes. Enfin, pour le génie, l'Afghanistan n'est pas une rupture, mais un temps de redécouverte de savoir-faire. Et l'Afghanistan interroge aussi la question de l'hyperspécialisation des armes face à des ennemis qui, eux, montrent beaucoup de souplesse et d'adaptation, en particulier sur leur capacité à basculer de cadres, je dirais, tactiques conventionnels à la guérilla de manière très rapide. Ça interroge aussi l'hyperspécialisation de nos doctrines et nos capacités à préparer aussi les forces. Voilà. Je vous remercie. J'ai été trop long, désolé.